conditions des femmes en Afrique sont restées pendant longtemps éprouvantes. Malgré les avancées significatives en termes de réformes structurelles, les femmes sont la plupart du temps exclues des sphères de décision. Avec la montée de l'insécurité et du terrorisme dans certaines localités de la région ouest-africaine, leur participation à la consolidation de la paix s'est révélée incontournable pour contrer cette gangrène. Cependant, pour arriver à une telle inclusion, il est important de développer des mécanismes qui favorisent leur participation. La création d'espaces de dialogue, la promotion d'un espace civique dédié à la femme, la croissance de leur représentativité dans les postes électifs et nominatifs et leur autonomisation sont entre autres des pas à franchir pour garantir un développement durable. Pour atteindre ces piliers, il est crucial de les réunir autour d'une table commune et de susciter des discussions qui aboutiront à des actions fortes sur le plan de leur contribution à la consolidation de la paix. C'est ce type d'action forte que le Gorée Institute a initié dans le cadre de son atelier régional de formation sur le leadership féminin dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits. À travers son programme Power of Dialogue qui s'étend du 6 au 8 mai 2024 en présence d'une trentaine de femmes. Donc c'est un programme qui vise à renforcer les voix des femmes et les jeunes dans tout ce qui est processus politique et processus de paix et de sécurité. Et surtout pour promouvoir la bonne gouvernance et un peu une approche participative dans la mise en œuvre aussi des choses publiques dans ces quatre pays-là. Renforcer les capacités des femmes leaders ou membres des partis politiques et les femmes membres de la société civile à tout ce qui concerne un peu la participation dans les processus de paix et sur les processus politiques en Afrique de l'Ouest. L'accès aux sphères de décision comme les postes électifs et nominatifs reste encore restreint pour les femmes en Afrique de l'Ouest. Pour la plupart des pays, les femmes représentent la majorité de la population. Elles sont par conséquent touchées par la majorité des problèmes que connaissent ces pays. Malgré cette réalité, leur possibilité de contribution à la résolution de ces problèmes est très faible due aux inégalités basées sur le genre enracinées dans la société africaine. Or, selon le rapport de la Banque mondiale sur les politiques de développement, les inégalités fondées sur le genre portent atteinte à l'efficacité du développement de manière fondamentale. Mais que pensent ces femmes qui vivent au quotidien cette situation et qui font preuve de résilience dans le temps? Gorée Institute a bien voulu me confier la session qui portait sur leadership, gouvernance et participation des femmes, leçons apprises, défis et perspectives. Je pense que nous avons pu passer en revue le leadership des femmes. D'abord en passant par la définition du leadership, le niveau de leadership et les stratégies à mettre en place en utilisant les outils adéquats. Et concernant les leçons apprises, nous avons essayé de passer en revue les leçons apprises à travers l'Afrique d'abord, mais également surtout les défis qui concernent les femmes, notamment africaines. Donc en termes de participation, mais également en termes de reconnaissance. Surtout mettre l'accent sur la confiance en soi, la confiance aux femmes, sans oublier nos sœurs femmes qui sont au sein des forces de défense et de sécurité. Parce qu'elles aussi, elles sont confrontées à des défis et leur participation participerait, je ne fais pas une répétition, à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans les zones de conflit. Il y a eu beaucoup d'avancées. Au Sénégal, il y a la loi parité. Dans beaucoup de pays dans la région, il y a les quotas genre qui ont été mis en place. Vraiment, c'est des mécanismes juridiques qui ont pour but de favoriser la participation des femmes. Mais n'empêche, les défis persistent pour ces femmes-là du fait des pesanteurs sociaux, du plafond de verre qui existe. Il y a encore vraiment beaucoup de challenges qui font que les femmes peinent à être prises en compte. Et parfois, on privilégie l'efficacité à la représentativité. Le milieu politique est beaucoup plus masculin dans tous les pays. Et les femmes qui se frottent aux hommes, souvent ce sont des hommes qui ne sont pas très courtois. Parce que nous sommes une femme, nous n'avons pas le droit de parler, nous n'avons pas le droit de développer ce que nous pensons ou même de participer au développement de notre pays. On est réduit à être des femmes au foyer, des mères de famille.
Donc avec cette mentalité, beaucoup de femmes ont du mal à sortir et à exprimer et à participer au développement du pays ou à s'affirmer politiquement. C'est inadmissible qu'on ait un taux de plus de 50% et que ces femmes soient marginalisées dans la prise de décision. Ce qui est très important parce que si au moins il y a une représentation féminine, cela voudrait dire que cette femme serait en mesure de motiver les autres à mieux faire. La mauvaise gouvernance a fait en sorte qu'aujourd'hui on assiste à plusieurs coups d'État dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Ce qui est dommage parce que je me dis que c'est un recul en réalité. Donc cette mauvaise gouvernance a trait à tellement de corruption, de détournement des deniers publics, ce qui n'est pas favorable pour le développement d'un pays. Donc je me dis que la première des choses à faire, c'est mettre ces bonnes personnes intègres, les patriotes, les vrais patriotes qui seront en mesure de dire que c'est mon pays, je dois travailler pour mon pays, pour que ce pays avance. Je vais prendre exemple sur le nouveau gouvernement. On n'a que 4 femmes. Je ne dirais pas que c'est minime, mais c'est une honte pour moi. Parce qu'on a des cadres femmes, on a des leaders femmes. Moi, je me dis que dans tous les ministères qu'on a pu avoir, il n'y a jamais eu de femme vraiment qui a failli à sa mission. Effectivement, ce n'est pas évident. Hein. Tant de nous même que nous sommes dans une société patriarcale, la parole donnée à la femme n'est pas systématique. Il y a une citation de Bourdieu qui me revient toujours en tête dans son livre, si je ne me trompe pas, La domination masculine. Là, il dit que, par exemple, dans l'Assemblée, une femme peut poser intelligemment une question et c'est un homme qui répond. Donc c'est pour dire que ce n'est pas systématique qu'on donne la parole à la femme de s'exprimer. Les personnes qu'on a pu appuyer au départ, ou bien ces femmes politiques qui ont travaillé, sans pourtant les juger, n'ont pas fait réellement un bon transfert de compétences. Il n'y a pas eu de mentorat, il n'y a pas eu assez de mentorat. Je suis sûre qu'aujourd'hui, parmi les anciennes élues, ce sera difficile d'avoir des femmes qui vont dire « moi personnellement, voilà le nombre de jeunes filles que j'ai formées, que j'ai portées, pas forcément sur mon idéologie politique, mais que j'ai accompagnées pour qu'elles puissent avoir leur propre idéologie politique. » Et là, c'est quelque chose qui nous pousse à encore refaire, encore réinvestir, alors que les aînés pouvaient bien mentorer et former la génération future à venir, et ça aurait pu être juste une continuité. En tant que femme, je parlerai à nous femmes d'être plus actifs dans les organisations, dans les associations, et aussi d'avoir confiance en nous. C'est la confiance en soi qui peut tout vous permettre. Donc, femme, en tant que femme, d'être instruite et de se former pour valoir nos qualités. Voilà. Et prioriser surtout aussi la sensibilisation sur l'engagement citoyen des jeunes et des femmes. Et en même temps, ramener les jeunes au travail, en leur ouvrant des portes d'opportunités pour vraiment mener cette transition. Donc je pense que c'est l'occasion maintenant de vraiment laisser une institution forte avant que la démocratie revienne au pays. Sans complexe, on y arrivera, mais c'est surtout dans la formation et la sensibilisation et l'occasion qu'on peut donner à ces femmes, à ces jeunes, de pouvoir prendre la parole et puis vraiment de participer de façon inclusive justement dans les scènes de prise de décision. Confrontés à l'hydre terroriste, le grand banditisme et les crises politiques, les pays de l'Afrique de l'Ouest connaissent un tournant décisif où la gestion du pouvoir public est mise à rude épreuve. Avec toutes les reconfigurations politiques et géopolitiques pour une meilleure gestion de ces crises, il est important de se questionner sur le rôle de la femme dans la prévention et la gestion des conflits. La guerre, ce n'est pas seulement une affaire de tactique, une affaire d'homme, de physique. La guerre, c'est aussi des moyens, c'est aussi du cerveau, c'est
c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi de la méthode. Et les femmes ont des méthodes différentes, donc qui peuvent venir en complément aux méthodes tactiques, aux méthodes opérationnelles. Donc, j'ai donné l'exemple des femmes dans les missions de maintien de paix. Dans les missions de maintien de paix, les femmes constituent une force supplémentaire et cela a été démontré par plusieurs études des Nations Unies. Cela veut dire tout simplement que les femmes constituent une force à part et il faudrait les essayer et en les essayant, on saura vraiment que le succès ne pourra être que le plus bel. La situation actuelle au Mali est un peu délicate. Je pourrais dire que c'est une guerre asymétrique qui est entre le gouvernement et puis les groupes armés. Et donc ceci a ramené vraiment une insécurité, surtout dans certaines régions au Mali. Au niveau du Burkina Faso, il faut dire que la crise est vraiment multidimensionnelle. Parce qu'au tout départ, on a cru que ceux qui nous attaquaient venaient d'ailleurs. Mais de plus en plus, ces groupes armés terroristes qui venaient d'ailleurs se sont mis à recruter chez nous. Donc du coup, l'ennemi se retrouve être interne. Ça, c'est un premier aspect. Et à cela, il faut ajouter en fait les conflits intercommunautaires qui alimentent d'ailleurs le terrorisme parce que c'est au vu de tous ces conflits, toutes ces frustrations que ces groupes armés terroristes arrivent à recruter facilement au sein de la population. On remarque également qu'il y a le grand banditisme qui va grandissant avec l'insécurité qui gagne du terrain. Du coup, la crise au Burkina Faso est un mélange de djihadisme, de grand banditisme, de conflits intercommunautaires et même de règlement de comptes personnels. Donc, la crise est vraiment multidimensionnelle et prend en compte beaucoup de facteurs. On est dans un pays où la majorité, plus de 75% de la population est jeune. Une jeunesse qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui donne son avis. Justement, on parle même de démocratisation de l'accès à l'information et au savoir avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça n'a pas facilité la tâche à nos autorités, à l'ancien régime en tout cas, par rapport aux informations qui circulaient, tout ça. Et ça a peut-être ou pas créé tous les événements qu'on a eus au Sénégal dernièrement. Au Niger, vraiment l'association a eu à intervenir dans les conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est surtout le conflit qui est vraiment permanent. L'association, elle fait des sensibilisations pour prévenir ces conflits, surtout quand c'est la période où les éleveurs sortent et que les récoltes n'ont pas encore été enlevées. Pour prévenir ça, l'association a eu à faire beaucoup de sensibilisation dans les régions centres, là où il y a les éleveurs et les agriculteurs. Donc, après la sensibilisation, quand vraiment le conflit arrive et qu'on n'a pas pu le prévenir, maintenant on fait une séance de médiation. Oui, on fait asseoir les différentes parties pour trouver un terrain d'entente et régler le conflit à l'amiable. Dans la résolution d'une crise par le dialogue, il faut prendre en compte tous les acteurs. Tous les acteurs, ceux qui sont les premiers acteurs et ceux qui sont indirectement concernés par ce conflit-là et qui ont joué un rôle dans la résolution de cette crise. Je prends le conflit, par exemple l'exemple du conflit en Casamance, qui oppose l'État du Sénégal au mouvement des forces démocratiques, mais il y a tout un ensemble d'acteurs, dont les femmes, qui ont joué un rôle important dans la résolution de cette crise. Alors pour arriver à une table de négociation, pour nous, il faut que les femmes qui ont vécu le conflit, qui ont souffert de ce conflit armé-là, qui sont les principales victimes de ce conflit armé-là, même si elles n'ont pas pris des armes, elles sont les principales victimes et elles ont joué un rôle d'une manière ou d'une autre, où elles ont participé au conflit directement, étant d'un camp ou de l'autre, ou alors elles ont été actrices pour la résolution de ces crises. On ne peut pas aller à la résolution de cette crise-là sans l'implication des femmes et des jeunes. D'une manière ou d'une autre, les femmes ont un rôle très important à jouer. Souvent, elles sont victimes, elles sont aussi souvent acteurs de conflits, de par certaines transmissions de messages véhiculés, de haine, en tirant et des leçons de ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment le Rwanda par exemple, qui a connu une grande crise, un conflit, une guerre
civile. Donc on a vu que par exemple il y a certaines femmes qui depuis très longtemps ont été chassées ou mises à l'écart en tout cas du processus là, ont transmis des messages de haine, de vengeance à leurs enfants qui à la suite s'est transformé en tout cas en conflit latent qui a fini par exploser. On a également vu à l'opposé des femmes qui se sont vraiment constituées en défenseuses des droits de l'homme d'une manière générale ou de la femme qui ont vraiment aidé à protéger que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis. Donc on voit qu'elles ont un rôle à jouer et généralement la voix de la femme porte. Les enfants écoutent plus leur maman généralement. Donc si elle véhicule des messages de paix, des messages d'amour, ça peut véritablement impacter les actions que les gens vont prendre d'une manière générale. L'exemple sur les conflits intercommunautaires que nous voyons. Donc je pense qu'à ce niveau, comme proposition, ce que je peux dire, c'est vraiment que nous puissions mettre au centre le dialogue entre ces communautés, qu'ils puissent avoir des espaces d'échange et des espaces de dialogue entre ces communautés, que nous puissions aussi nous baser sur quelques valeurs sociétales que nous avons, telles que le cousinage, telles que certaines pratiques que nous avons, des pratiques ancestrales que nous avons, pour pouvoir vraiment instaurer le dialogue entre ces communautés et aussi faire en sorte qu'il y ait plus d'inclusion. Nos États ont tous des plans d'action nationaux sur la R1325 qui parle de femmes, paix et sécurité. Ensuite, on a mis l'accent sur le protocole de Maputo qui vient en complément avec le protocole additionnel, le protocole des droits de l'homme et des peuples et le protocole de Maputo qui est purement africaine, qui a été rédigé par les femmes africaines qui reflètent nos réalités en Afrique. Pour moi, en fait, la première action qu'on doit mettre, c'est surtout établir les droits de l'État. Parce que ce qui a amené ces conflits, c'est le délaissement de l'État dans certaines localités reculées du pays. C'est pourquoi tous ces conflits ont eu lieu. Donc la première action, c'est de redonner à l'État son pouvoir et aussi de sensibiliser les populations sur les conflits. Comment peut-on alors initier des dialogues inclusifs où les femmes sont valablement représentées et disposent des conditions favorables pour porter plus haut leur voix? Les avis des femmes leaders présentes convergent vers un même point de vue. On ne peut parler de dialogue que si c'est un processus participatif, un processus inclusif. Et parler de la participation et de l'inclusion, c'est de donner la possibilité à chaque acteur de s'exprimer. Et donner la possibilité à chaque acteur de s'exprimer voudrait dire qu'on accorde aussi une place de choix à la contribution des femmes, surtout quand on sait qu'elles ne sont pas suffisamment impliquées dans les différents processus, mais cela nous appelle vraiment à prendre conscience de l'importance du rôle des femmes dans les processus de paix et de réconciliation. Et le dialogue, c'est le moyen qui permet vraiment de donner la chance et la possibilité à tout acteur de s'exprimer, de donner son point de vue et d'apporter aussi sa pierre dans la construction de la paix et du développement dans un pays. En général, on a tendance à voir que dans nos sociétés, ce sont les femmes et les jeunes qui souvent sont exclus du dialogue quand on a affaire à certaines questions qui sont jugées importantes. Ça devient donc la responsabilité des hommes ou des personnes d'un certain âge de trouver des solutions. Et on omet donc d'inclure, de prendre en compte les jeunes ou les femmes estimant qu'ils n'ont pas forcément quelque chose de pertinent à apporter. Mais bien sûr, c'est une énorme erreur qui ne fait qu'aggraver les problèmes, les situations, parce que la jeunesse surtout va trouver le moyen, comme je disais tantôt, de s'imposer et de contribuer d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il est préférable de les inclure dans des processus constructifs plutôt que de les laisser trouver les voies et moyens qui ne sont pas toujours souhaitables de se faire entendre. Il faut partir
de la base, à partir de la communauté. Par exemple, l'exemple du Mali que je vais vous citer, il y a eu dialogue intercommunautaire. Ça a commencé dans les communes où on a pris des recommandations. Après cette phase, on est parti dans les régions et aussi dans les cercles. Tout le monde a été impliqué et même les femmes des organisations de la société civile sont fortement représentées pour faire des fortes recommandations dans ce sens-là. Et actuellement, il y a la phase régionale qui a débuté. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'implications par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes, par rapport aux leaders communautaires, aux leaders religieux, aux leaders coutumiers, pour qu'un dialogue puisse aboutir à un résultat positif. Si ces gens ne sont pas impliqués, vraiment ce serait voué à l'échec. Ceux qui sont confrontés directement aux réalités de cette crise ont été mis à l'écart. Voilà, on décide à leur place. Ils ne sont pas amenés à donner leur point de vue, à partager leurs idéaux, à, par exemple, proposer des solutions de sortie de crise. Tout est pris au niveau central. Pourtant, de nos jours, avec la situation sécuritaire, ceux qui vivent plus la situation, c'est ceux-là qui sont qui vivent dans des villages assiégés pendant des années. Ceux-là où il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus d'école, tout est fermé. Ils sont sous le joug des groupes armés terroristes. Comment est-ce qu'on pourrait prendre une décision allant dans le cadre de les mettre à l'abri sans pour autant les impliquer? À l'issue de cet atelier, les femmes et les jeunes femmes présentes définissent les solutions endogènes pour renforcer leur participation à la consolidation de la paix et la résolution des conflits. Les engagements des ODD également, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs-là du développement durable si la femme et les jeunes ne sont pas impliqués de manière active et dynamique. Les femmes sont capables, il faut vraiment faire confiance aux femmes, mais cela nécessite également leur renforcement de capacité. Je pense qu'il faut, nous avons des leaders femmes, il faut les appuyer, il faut les impliquer, non en tant que juste bénéficiaires. Déjà avec les jeunes, on voit que le langage a changé. Nous voulons être des acteurs, nous voulons être vos partenaires. Les femmes aussi sont des acteurs et sont les partenaires. Vous savez, hein, on est en Afrique, je parle plus particulièrement au Sénégal, des choses sont en train d'être faites pour que les femmes puissent accéder aux instances de prise de décision. C'est vrai, il y a certaines régions, dans certains coins, on le voit, mais il y a énormément de choses à faire. Ce qui reste, que les femmes puissent d'abord encore s'organiser davantage, d'être de très fortes organisations féminines, pour que ces places-là, qu'on dise que ça ne soit pas de non, que ça soit effectif, que ces places qui sont dans les instances de décision, que nous puissions les occuper et les occuper honnêtement, surtout que nous soyons compétentes pour occuper ces postes de responsabilité. On doit avoir une unité au niveau de la crise que le Mali est en train de subir. Parce que sans l'unité, la paix ne peut pas vraiment régner. Et puis les Maliens et Maliennes ont commencé à avoir un esprit de résilience qui peut vraiment être une solution qui peut vraiment faire sortir le Mali dans la crise. Et surtout le rôle de nous les femmes. Parce que si on voit la femme est d'office une personne qui est pour la paix, qui œuvre vraiment pour la paix au niveau de la famille, de la communauté et au niveau national. Les femmes ont un rôle primordial vraiment pour vraiment sécuriser la paix dans le pays. J'ai rencontré des femmes maliennes, burkinabées, tchadiennes, nigériennes et tout. Et le concept qu'elles ont de leur pays et de notre pays ne sont pas les mêmes. Mais ici au Sénégal, nous avons un réel problème de leadership pour les femmes. Ça commence à venir un petit peu, mais ça pose problème encore. Ça reste à améliorer et qu'on laisse les femmes s'exprimer. La femme doit s'exprimer, doit parler et dire ce ressenti et aller de l'avant, c'est important.
Ce qu'on peut demander, c'est peut-être d'impliquer davantage les femmes, d'impliquer davantage les jeunes dans la résolution des conflits, mais surtout dans la médiation dans la sous-région. Parce qu'il est avéré que les femmes sont compétentes en la matière. C'est des médiatrices de nature, donc il faudrait les impliquer davantage et impliquer les jeunes aussi. Le Gorée Institut met en place de très bonnes stratégies, voilà, en convoquant des participants venus de différents pays. Et cela favorise le partage d'expériences. Par exemple, ici, il y a le Burkina, le Mali, le Niger et le Sénégal. Le Sénégal n'a pas encore connu ce que ces pays ont connu. Donc ça peut toujours nous servir parce que nous n'est à l'abri de ce qui se passe dans la sous-région et ce sont nos voisins immédiats. C'est vraiment une thématique qui va me servir quand je vais retourner au Burkina. Déjà, ça me donne de voir comment en tant que femme, en tant que jeune femme, je peux et je dois davantage m'impliquer à prévenir les conflits au Sahel, d'autant plus que mon pays, le Burkina Faso, est touché par une crise assez croissante sur les questions de terrorisme, sur les questions de conflits. C'est une opportunité de brassage culturel et d'en apprendre davantage sur les différents peuples et je pense que ça c'est une très noble action que le Gorée Institut nous a permis d'avoir, donc il faut les saluer déjà pour cette initiative. C'est sur cette note positive que se terminera l'atelier régional des femmes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits organisés par le Gorée Institute dans le cadre du programme Power of Dialogue.